RCN. Le son de la différence. Avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, Le Micro Déconfiné. Aujourd'hui, je reçois Manon Leclerc, présidente de l'association Libertel. 90. Derrière ce chiffre se cachent Déborah, Mélanie, Fadela, Jacqueline et toutes les autres. 90, c'est le nombre de femmes victimes de féminicide en 2020. L'auteur Lindy Bancroft écrit « Un agresseur peut sembler émotionnellement nécessiteux. Vous pouvez vous faire prendre au piège de le satisfaire, en essayant de remplir un puits sans fond. Mais il n'est pas tant dans le besoin que dans le droit. Alors peu importe combien vous lui donnez, ce ne sera jamais assez. Il continuera à avoir de plus en plus de demandes, parce qu'il croit que ses besoins sont votre responsabilité, jusqu'à ce que vous vous sentiez épuisé. Manon Leclerc, qu'est-ce qui t'épuise aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'épuise dans le combat que nous menons avec Libertel ? Je pense que le combat en lui-même est un poids important du fait de cette responsabilité, du fait de ce lourd combat. C'est un combat qui est très lourd et qui est très important à l'heure actuelle. Alors, je vais te laisser te présenter plus amplement et présenter Libertel. Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Manon. Je suis la présidente de l'association que j'ai fondée en 2010. Libertel, c'est une association qui défend les droits de toutes les femmes. Nous nous attardons particulièrement sur les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient, car une violence peut être physique, morale, administrative ou économique. Et nous luttons pour l'égalité des sexes. Nous estimons que ce n'est pas parce que vous êtes noire, je suis blanche, je suis blonde, je suis brune, petite, que nous n'avons pas tous les mêmes droits. Nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons ces deux faces, si je puis dire, dans notre combat à Libertel. Alors concernant ces sujets-là, donc l'égalité des droits, l'égalité des sexes, quel constat on peut faire aujourd'hui en 2021 ? On constate une médiatisation large de ce combat, mais quelque chose qui reste tout à fait théorique, tout à fait à l'écrit. Et malgré des avancées, il y a des avancées, on va pas le nier, mais cela reste des avancées tout à fait lentes. Et il y a encore beaucoup d'actions à mener et beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Alors, quels sont les sujets les plus urgents dans cette problématique ? C'est une question qui n'est pas simple, car je dirais que tous les sujets sont urgents, mais c'est un petit peu glissé comme ça sur la question. Moi, je dirais que l'égalité des salaires est importante, parce que moi, je côtoie des mères célibataires qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts avec des enfants. Et quand on sait qu'une femme gagne 20% de moins qu'un homme, on se dit qu'il y a un souci réel. Et qu'une femme, une maman seule avec un enfant, c'est quand même difficile. Je pense également qu'un sujet urgent, c'est le droit des migrantes, et des migrants en général évidemment. Mais nous, on accueille des migrantes, et c'est réellement difficile pour elles, aussi bien administrativement que personnellement. Alors, vous honorez votre première université d'été qui regroupe 3 conférences sur 3 jours, oui. Donc entre mai et juin 2021. La première s'est tenue le 26 mai dernier en live YouTube. Oui. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est très bien passé. Nous avons accueilli monsieur Samuel Nowakowski, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. La conférence a été très intéressante sur quel sexe pour l'intelligence artificielle. Et nous avons constaté à nouveau que les grands créateurs, les grands ingénieurs de l'intelligence artificielle étaient finalement masculins et que des fois, l'intelligence artificielle dépendait du fantasme masculin, si je puis dire. On peut penser à Alexa, par exemple. Voilà, tout à fait. Ou à cette nouvelle mode des robots sexuels qui sont hyper sexualisés et avec des poitrines bien proéminentes et
voilà, qui ne relatent pas du tout la vérité, la réalité. De toute manière, ce n'est pas la réalité. Voilà. Ça s'est très bien passé, à part, nous ne sommes pas très au point sur la technique. C'est très difficile, le YouTube Live. Sur YouTube Live, forcément, il y a des contraintes très difficile. Liées au numérique. Au numérique, oui. Quel était le thème de cette conférence? C'était la question « Quel sexe pour l'intelligence artificielle ?» Très bien. Voilà. Alors, du coup, vous prévoyez d'autres conférences en présentiel, on l'espère en tout cas pour vous. Et la prochaine, ce sera à Laxou. Oui, salle Louis Pergaud à Laxou, le 9 juin. D'accord, le 9 juin. Et le thème, c'est violence conjugale. Quelle limite au secret médical? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce thème? Je pense que c'est un thème qui est très difficile à aborder parce qu'on a d'un côté les médecins, le corps médical, je dirais plutôt plus largement, et le corps médico-social qui est bloqué par des lois qui peuvent être des fois très contraignantes pour tirer la sonnette d'alarme. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas assistante sociale, je n'ai pas davantage d'informations quant aux arrêtés, quant aux lois. Les lois, je les connais, mais je n'ai pas un pied dedans concrètement. Donc, je comprends que des fois, on puisse être bloqué par la loi, bloqué par les circonstances. Mais d'un autre côté, on a également ces femmes qui ont besoin de parler et des fois qui ont besoin d'une oreille attentive. Et c'est là que le secret médical est difficile à porter et difficile à honorer. Et ça, je peux le comprendre. Mais je peux comprendre également les femmes qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie qu'on dise les choses. Parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur. Et ça, je le comprends également. Je comprends les deux côtés. Le fait que les médecins veuillent parler pour protéger leurs patientes. Et je comprends également les femmes qui ne souhaitent pas parler. Aujourd'hui, les médecins ont le droit de déclarer aux autorités compétentes si ils pensent que leur il y a danger immédiat est en danger. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est une bonne chose. Après, je vais peut-être m'attirer les foudres des autorités. Encore faut-il que les autorités l'entendent. Je vais peut-être m'attirer les foudres des autorités qui sont tout à fait compétentes, nonobstant des fois ces détails. Voilà. Alors donc, vous espérez donc être en jauge limitée le 9 juin prochain. Comment vous préparez cet événement? Alors, le masque sera obligatoire. Nous sommes très heureux de nous retrouver, évidemment. Le masque demeurera obligatoire. L'entrée est libre, accès libre, masque obligatoire. Nous avons prévu du gel hydroalcoolique et une place sur 2. Est-ce qu'il faut précommander? Comment ça se passe pour réserver? Non, il ne faut pas précommander. Voilà. Nous avons créé un événement sur la page de l'association. Vous pouvez mettre que vous êtes intéressé ou participer. Et à ce moment-là, nous jugerons de la jauge à ce moment-là. Alors Manon, tu me parlais de l'action gouvernementale, des autorités compétentes. Quel bilan on peut dresser de l'action menée par Elisabeth Moreno depuis qu'elle a succédé à Marlène Schiappa en juillet 2020? Alors je pense qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites. On peut parler des téléphones grand danger, des bracelets anti-rapprochement qui se multiplient sur les différentes zones territoriales. Il y a eu également l'extension du numéro de téléphone au niveau de l'emploi du temps, au niveau des horaires, ce qui reste une très bonne chose. Et également une communication qui s'accroît d'année en année et d'année en année dans le sens où le 25 novembre, le gouvernement essaye de sensibiliser de plus en plus à cette question, voire même aux questions des mineurs témoins, des violences conjugales, des violences en général. Alors, sur l'année 2020, comme je le disais en préambule, il y a eu 90 femmes tuées contre 146 en 2019 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint d'ailleurs. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, affirme que ces chiffres sont modestes mais porteurs d'espoir. Qu'est-ce que vous en pensez à Libertel? Effectivement, je pense que c'est porteur d'espoir, mais ça reste toujours trop. À l'heure actuelle, on en est quand même au 46e féminicide. Sur l'année 2021. Voilà. Donc, on avance quand même, ça continue. Bien sûr que ces chiffres reculent, ce qui est assez étonnant au regard du confinement et des femmes qui se sont retrouvées coincées avec leur bourreau. On peut dire peut-être que c'est porteur d'espoir, mais après, jusqu'à quand? Jusqu'à quel chiffre on peut dire que c'est de l'espoir? Je rappelle que ces chiffres ne prennent pas en compte les femmes qui ont subi des coups, mais qui n'ont pas mené à à la létalité, quoi. Voilà, c'est ça.
Donc forcément, il y a aussi Il y a une marge ce paramètre aussi. Tout à fait. à prendre en compte. Tout à fait. Une artiste qui prend en compte ce paramètre, c'est Camélia Jordana et qui s'exprime dans un titre qui s'appelle « Si j'étais un homme » qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Manon Leclerc qui est présidente de l'association Libertel. On vient d'écouter le morceau de Camélia Jordana, Si j'étais un homme. Et ce morceau, il est très évocateur, notamment pour les associations comme la tienne. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de parler aux hommes ? Je ne pense pas, non. C'est pas difficile de leur parler. C'est difficile qu'ils nous entendent. Après, c'est très compliqué quand on nous pose cette question-là parce qu'on nous dit souvent « et les hommes ?» et on englobe, on fait une grosse généralité en disant « et les hommes alors ?» Mais tous les hommes ne sont pas les mêmes, comme les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Et c'est vrai que les hommes nous écoutent, certains nous écoutent, d'autres nous entendent. Voilà, on nous entend, mais certains hommes, c'est pas difficile de leur parler, c'est pas difficile de les aborder. Après, il faut qu'ils nous écoutent et pas seulement qu'ils nous entendent. On va revenir sur l'action gouvernementale. Marlène Schiappa, sous l'impulsion de plusieurs associations, avait permis notamment d'officialiser le terme féminicide, qui n'était pas officiel avant son arrivée au gouvernement. Il y a eu aussi entre-temps les mouvements MeToo, Balance ton porc. Il y a eu Adèle Haenel au César. On se lève et on se barre. Il y a eu voilà tout ce côté médiatique. Mais il y a aussi une réalité quotidienne qui est parfois passée sous silence. Reluisante. Voilà, moins. Et comment, au niveau des associations, vous pouvez agir ? Quel est votre champ d'action ? Alors, le quotidien d'une association comme la nôtre, c'est... là, je suis à la radio, c'est sympa. Merci de m'accueillir, d'ailleurs. C'est un plaisir. C'est très sympathique. Mais on a, par exemple, des femmes qui sont demandeuses d'asile, qui sont sous le coup d'un OQTF, un ordre de quitter le territoire français, alors qu'elles ont 3 enfants qui sont, eux, français, nés en France. Et là, on se retrouve face à des situations qui sont difficiles à gérer, plus mentalement, je pense. Psychologiquement, il faut quand même réussir à avoir un certain recul pour rentrer chez soi et dire « ça reste dehors, parce que sinon, j'en dors pas la nuit ». Et c'est ça qui fait aussi notre force, c'est qu'on arrive à faire cette séparation. Et la réalité, c'est les factures à payer, les subventions à demander, les portes qui peuvent se claquer quelquefois. Après, voilà, on est quand même bien écouté. Et dans la région, au niveau local, c'est ça aussi notre quotidien. Ça peut être un quotidien qui peut être très bien également, où on reçoit des élus qui sont là, qui nous écoutent et qui nous conseillent également. Et je ne me souviens plus la question à la base. Alors, la question, c'était le champ d'action d'une association. Le champ d'action d'une association, ça dépend de la taille de l'association et de l'ancienneté de l'association également. Alors, selon la journaliste Titiou Lecoq, on sait que la lumière portée actuellement sur la cause des femmes va attirer des appétits. Certains vont y voir une belle opportunité économique ou marketing. Est-ce qu'on peut craindre l'avènement d'un féminisme d'élite, voire d'un féminisme de marché avec une instrumentalisation du combat féministe à dessein ? Oui, je pense, puisque maintenant on instrumentalise tout et n'importe quoi. Donc pourquoi pas le féminisme, effectivement ? Oui. Alors, en décembre dernier, le Monde diplomatique a consacré sa une au, je cite, entre guillemets, réseau féministe du CAC 40. Un féminisme des élites qui représente pour ces derniers une promesse de rentabilité et de performance. L'égalité femmes-hommes est un marché comme les autres. Est-ce qu'il est vraiment un marché comme les autres ? Alors moi, c'est une question qui me paraît totalement sortie de l'espace parce que je n'avais jamais réfléchi au féminisme sous cet angle. Après, voilà, quand on me parle de féminisme dans le 440, j'ai beaucoup de mal à aborder cette question parce que pour moi, on parle, comme je vous l'ai dit, on parle des patrons du CAC 40 et on n'a jamais dit les patronnes du CAC 40. Donc, en fait, ce lien entre le CAC 40 et le féminisme me paraît totalement paradoxal. D'un côté, parce qu'on parle d'un mouvement qui est censé être social et où on accueille des bénévoles. Bon, il y a des salariés dans les associations, on est d'accord, mais on accueille également beaucoup de bénévoles. Et d'un autre côté, on parle d'un marché qui brasse des millions, voire des milliards de dollars tous les jours. Donc, ces deux mondes-là me paraissent totalement aux antipodes, l'un de l'autre. Et pourtant, en décembre dernier, toujours
Oui, bien dans sûr. le monde diplomatique, on pouvait lire que peu après sa prise de poste, Madame Elisabeth Moreno avait reçu à déjeuner les associations féministes que sa prédécesseur, donc Marlène Schiappa, avait quelque peu délaissées lors de cette rencontre, alors que l'une des militantes de la Fédération nationale des solidarités des Solidarité femmes. autant pour moi, donc qui s'occupe de la ligne 3919, Oui. soit dit en passant, donc faisait part des problèmes que rencontre son association. La ministre lui a répondu tout naturellement et spontanément, oui, je vois bien vous parler là de l'expérience client. Est-ce qu'il y a un problème à parler de client quand on parle de femmes victimes de violences? Oui, parce que elles ne viennent pas là volontairement. Enfin, elles viennent là volontairement dans le sens où elles viennent chercher de l'aide. Mais à la base, elles se sont pas dit tiens, je vais aller appeler le 3919 comme ça. Elles viennent là parce qu'il y a un réel problème. On ne peut pas parler de client. On ne peut pas parler de client parce que nous, déjà, on intervient gratuitement. On est là pour les femmes et on mène nos actions pour les femmes, avec les femmes. Donc, je ne vois pas du tout où est la relation client, en fait. Pour qu'il y ait une relation client, il faut qu'il y ait un contrat de vente, il faut qu'il y ait un contrat où il y ait rémunération. Nous intervenons totalement gratuitement, nous sommes là pour les femmes. Donc, je ne comprends pas ce terme de client, effectivement. Et selon Mediapart, le Women's Forum, donc une organisation internationale détenue et exploitée par Publicis, qui milite pour l'inclusivité dans les boîtes en mettant en avant l'argument de l'efficacité économique, en associant les grandes marques et les plus grosses entreprises. Est-ce qu'on peut craindre que ces entreprises capitalisent sur un sujet aussi sensible pour se racheter une image inclusive, entre guillemets, et que ça se fasse au détriment des petites associations ou des associations locales telles que Libertel, qui sont militantes et qui ne proposent pas de gains de productivité à ces entreprises-là? Oui, je pense qu'il y a un risque. Je pense que les différentes marques, quelles qu'elles soient, surfent, si je puis dire, sur la vague MeToo, sur la vague du féminisme, pour sortir des produits qui correspondent à tel ou tel public. C'est le but du marketing, de toute manière. Alors, ce serait plutôt un féminisme à destination du plafond de verre pour les grands cadres et dirigeantes, plutôt que pour les femmes, des millions de femmes d'ailleurs, qui ont un bas salaire ou à qui on impose des temps partiels, en fait, au quotidien dans leurs emplois. Vous, en tant qu'association militante, comment vous vous placez face parfois au gouvernement? J'imagine que c'est pas évident de tenir en équilibre sur ces problématiques-là. C'est déjà pas facile de tenir en équilibre avec vos questions. Mais je pense que c'est des bonnes questions et clairement, en fait, je me retrouve face à des questions qui me paraissent totalement inexplicables et sans réponse parce que je n'ai jamais vu le féminisme sous un angle de clientélisme économique. Et il y a eu le cercle Femmes Climat piloté par la BNP, cercle des grands groupes tenus par des hommes, grands groupes avec à leur tête des hommes. Intelligence artificielle détenue par Microsoft. Donc c'est un réel problème qu'on ne retrouve pas de femmes à la tête de ces entreprises. Après, je dis pas que certains hommes ont pour ambition de changer le monde, de dire les femmes, elles sont nos égales. Je ne doute pas qu'il y ait des hommes qui aient cette vision-là. Mais des grands groupes qui brassent des milliards et des millions par an, où dans certaines entreprises, il y a quotidiennement des actes de violence sexistes, voire sexuels, j'émets des doutes. Voilà. Alors, le gouvernement a annoncé que l'égalité femmes-hommes est même la grande cause du quinquennat. De ce quinquennat. Il y a un site qui a été dédié. Les thèmes sont la mixité, la parité, l'égalité professionnelle, l'exemplarité. En milieu scolaire également, sur le principe de la laïcité, qui dit que nous sommes tous égaux, hommes et femmes. Femmes et hommes, plutôt. Et Elisabeth Moreno a affirmé fin 2020 qu'elle voulait faire passer le budget alloué à cette lutte de 30 millions à 41 millions. Et dans le même temps, les associations féministes réclamaient 1 milliard. 1 milliard, ce qui représente le budget de la défense qui augmente chaque année d'1 milliard depuis 2017, ou encore le prix qu'a coûté le SNU, 1,5 milliard. Oui. Est-ce que 1 milliard, c'est vraiment le chiffre qui pourrait aider cette lutte à émerger? Je pense qu'il n'y a pas de prix à cette lutte.
Après, vous parlez du service national universel. Le SNU. Et je sais qu'il y a certaines associations qui se croisent avec le SNU pour aborder cette question de l'égalité femmes-hommes. Donc finalement, si on y réfléchit bien, tous les budgets finissent par se croiser. Que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Égalité des chances, finalement, on se retrouve à taper un peu à toutes les portes et à avoir des enveloppes de tous des ministères qu'on estime, référents en matière d'égalité femmes-hommes. Et finalement, on se rend compte que tous les ministères finissent par se croiser, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, en 2019, le gouvernement a lancé le Grenelle des violences conjugales. Oui. Est-ce qu'il a fait ses preuves, ce Grenelle? Eh ben, on attend les résultats. On n'a pas encore assez de recul. On attend les résultats. Voilà. Parce que les résultats, je pense pas que ce soit sur 1 année, 2 années. Je pense que c'est sur 5, 10 ans. C'est sur une génération, 10 ans, on dira, voilà. Donc, dans 10 ans, on pourra juger des actions qu'on... Parce que les enfants qui étaient là, qui étaient scolarisés ou qui étaient jeunes à l'époque du Grenelle, seront les adultes de demain, ou en tout cas les jeunes ados, les jeunes adultes de demain. Et donc là, on aura une vision de ce qu'ils ont pu acquérir, voire retenir des combats menés par les différentes associations et le gouvernement, évidemment, sur cette question. Alors, il y a un rapport de la Fondation des femmes paru le 24 novembre 2020 qui souligne que les mesures relevant de la justice ou de l'intérieur, donc les mesures les plus répressives, ont quand même été mises en place rapidement par le gouvernement. Et plus d'1 an après ce Grenelle-là, celles impliquant le secteur de l'éducation, de la santé ou du logement ont pris du retard. Seulement 41% des mesures annoncées sont effectives aujourd'hui. Comment, au niveau des associations, on peut faire avancer les choses? Eh ben, écoutez, là, ça relève du projet de chacun, de l'écoute des élus locaux. Et chaque association a également sa façon d'agir. Voilà. Est-ce que vous vous sentez écouté aujourd'hui? Il y a Caroline de Haas, donc fondatrice du collectif Nous Toutes, qui affirmait récemment: nous n'avons eu aucun contact avec Madame Schiappa pendant 1 an et demi. Donc j'imagine que pour une association locale, c'est peut-être difficile d'avoir une oreille tendue. Alors, nous sommes écoutés, enfin, en tout cas, je le pense sincèrement, par les élus locaux. Nous avons reçu ce matin Madame la présidente du conseil départemental au sein de nos locaux, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le maire de Laxou également, puisque nous sommes basés à Laxou, et différentes assistantes sociales des MDS du territoire. Je pense que nous sommes sincèrement écoutés et que Madame la présidente du conseil départemental a à cœur de mener des actions en faveur de la lutte que défend Libertel. En tout cas, c'est ce qu'elle a exprimé ce matin. Monsieur le maire de Laxou également a à cœur également de nous soutenir dans nos missions. Donc, je pense que nous sommes écoutés au niveau local, mais c'est sûr qu'au niveau national, je ne sais pas à quel point ou jusqu'où nous pourrions toucher un ministère. Alors, sachant que le gouvernement avait prévu 1000 places, promis 1000 places d'hébergement d'urgence, 600 ont été ouvertes. Pour l'instant, le recours des ordonnances de protection a été ouvert aussi aux juges. Quelles solutions sont disponibles, sont entre vos mains pour pouvoir enrayer la mécanique des violences faites aux femmes? Alors, nous avons des contacts avec les MDS, les Maisons des Solidarités. Nous avons des contacts avec le conseil départemental, qui gère quand même des grosses structures à ce niveau-là. Nous élargissons nos partenaires associatifs. Nous élargissons également nos partenaires au niveau de la justice et des forces de l'ordre public. Nous avons tous ces acteurs-là autour de nous, vers qui nous pouvons nous rendre, vers qui nous pouvons nous positionner en tant que relais. Après, ce n'est jamais simple, parce que on a souvent la loi ou les textes réglementaires qui nous obligent à freiner, à faire attention à ce que nous disons, à faire attention à où nous allons. Et souvent, nous avons également les femmes qui refusent que nous communiquions, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur. Et ça, nous pouvons également l'entendre et nous l'acceptons. Voilà. Et nous ne sommes pas de la police, nous ne sommes pas de la gendarmerie ou nous ne sommes pas les forces de l'ordre et nous ne pourrons jamais intervenir au sein d'un couple ou au sein d'une maison où il y a des violences. Nous ne pourrons que faire le relais et prévenir les autorités compétentes.
C'est ça qu'il faut bien comprendre également. Quand on nous reproche de ne pas aller directement toquer à la porte quand on entend une femme hurler, mais nous ne sommes pas formés à ça. C'est peut-être malheureux, mais nous ne sommes pas formés à ça. Et nous ne pouvons pas prendre de risques non plus pour nous. Et nous devons nous adresser d'abord à la police et après nous pourrons intervenir, faire quelque chose. Merci C'est très beaucoup. difficile de se positionner. Merci beaucoup Manon Leclerc. Donc je rappelle que tu es présidente de l'association Libertel et que votre université d'été a lieu actuellement. La prochaine réunion se tiendra donc salle Louis Pergaud à Laxou le 9 juin prochain. À quelle heure ? À 20h. À 20h. Donc voilà, le message est Voilà, passé. tout à fait. Merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés et on se revoit très vite sur RCN 90.7. RCN, www.rcn-radio.org